Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes ici avec Patricia Carvalho, qui est infirmière à la clinique Ferti Centro à Portugal. Et nous allons parler aujourd'hui sur le don d'ovules anonyme ou non anonyme. Donc, je vais parler un petit peu sur la Société européenne de fertilité, qui est une société qui organise des webinaires en français, en anglais, en italien et en espagnol totalement gratuits pour que les cliniques et les patients soient conscients sur les besoins des patients dans les procédements de fertilité. Nous venons d'ouvrir une partie donation et volontariat, donc on vous remercie beaucoup en avance si vous voulez participer. Et je vous laisse avec Patricia. Donc, bonjour Patricia. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà. Comme Isabelle a dit, je vais parler de le don d'ovules anonymes ou non anonymes. On comprend que c'est une question très importante une fois que les couples et les femmes qui viennent faire des traitements chez nous, parce que c'est toujours une question de quelle est la meilleure option pour eux et pour aussi les enfants qui vont être nés dans le futur, d'avoir l'accès ou pas aux informations des ces donneurs. Avant tout, je veux vous parler un petit peu du don au Portugal. Donc, pour savoir, le don au Portugal depuis 2018 est devenu non anonyme. Donc, les personnes qui sont issues d'un don de gamètes, donc ovules ou sperme, ou même d'embryons, pourront à leur majorité demander l'accès à l'identité des donneurs qui ont permis leur naissance. En plus de l'identité, aussi des informations non identifiantes de donneurs. Donc, à ce moment-là, on appelle le don au Portugal non anonyme. Et pourquoi choisir le Portugal? Parce que, bon, le don est toujours non anonyme. Il y a de la transparence, donc les donneurs, le dédommagement versé est fixé dans la loi, soit le centre PMA public ou privé. Le don est contrôlé par l'État, donc il y a un limite soit pour le don de sperme et aussi pour le don d'ovocytes. Et aussi, l'information sur les donneurs est gardée pendant 75 ans par l'État portugais. En plus, donc, la sélection des donneurs est faite d'une façon toujours contrôlée. Donc, pour les donneuses, les femmes peuvent être donneuses jusqu'aux 35 ans. Elles doivent être de bonne santé, soit les donneuses d'ovocytes ou les donneurs de sperme, et avoir une histoire de santé de la famille sans aucun problème ou histoire génétique. Ils font des tests sérologiques, évaluation médicale et psychologique. Ils font aussi des tests génétiques. En plus, après, le matching est fait d'une façon personnalisée. Donc, il y a une personne ou des personnes qui font ce matching entre la donneuse et la receveuse. Ce n'est pas une machine ou un système informatique qui fait ce matching. Il y a toujours un contact direct avec les couples ou les femmes qui vont recevoir les gamètes. Et aussi, il est envoyé un profil complet aux couples ou aux femmes qui vont faire des traitements pour avoir des informations détaillées sur les donneurs. Et donc, le don non anonyme de plus en plus, donc depuis 2018, c'est quand la loi a changé au Portugal, le numéro de patientes qui veulent faire un traitement avec des donneurs ou des donneuses non anonymes a augmenté. Et la question est pourquoi? Parce tout au début, on pensait qu'ils veulent toujours maintenir ce traitement dans l'anonymat ou dans le secret, mais non. La plupart des couples, il y a des femmes qui nous cherchent aujourd'hui, elles veulent toujours avoir les donneurs non anonymes.
parce qu'elles veulent permettre à ces enfants de connaître ses origines, parce que c'est un droit universel. C'est un droit et aussi ça devient de plus en plus impossible à éviter parce qu'il y a des techniques et des systèmes informatiques même très accessibles par toutes les personnes qui est possible de envoyer des tests, par exemple du sang pour envoyer dans ce type de laboratoire qui permet de trouver l'origine, ses origines et ensuite de savoir s'il y a d'autres personnes qui ont déjà aussi envoyé des tests et qui ça de trouver des cousins ou de mes frères, des parents. Donc, ça devient de plus en plus facile de trouver des relations avec des personnes qui ne connaissent pas. Donc, c'est un peu impossible d'éviter de connaître vraiment les origines de chaque personne. En plus de ces tests, il y a aussi des systèmes qui s'appellent des détectives, soit des donneurs, soit d'ADN, aussi disponibles sur Internet dans différents pays. Il y a aussi la question que je peux vous montrer ici, juste des chiffres. Ça, c'est un site d'un système pour trouver les origines. Donc, comme vous pouvez voir, il y a presque 100 millions de personnes qui ont déjà utilisé ce système pour trouver, soit voir ses traces, ses histoires génétiques, ou de trouver des personnes qui sont génétiquement similaires. Depuis 2017, il y a c'est possible de voir ici dans le graphique, il y a eu une augmentation exponentielle de la recherche et de ce type de techniques pour trouver les origines. Je reviens ici à l'intérieur. Aussi, avec ces techniques, donc les dons et les donneurs anonymes, ils n'existent plus parce que avec ces tests génétiques, il est impossible de rester toujours anonyme. Soit la personne qui a fait le don permet ou pas de transmettre son identité, il aura toujours la possibilité de, par ce type de test génétique, trouver le lien avec quelqu'un qui est dans l'autre part du monde. En plus, donc, comme c'est toujours, comme j'ai indiqué avant, il y a aussi un droit universel et un droit humain. Aussi, la Commission européenne a indiqué que c'est toujours de l'intérêt de la personne et des parties impliquées, soit des donneurs ou des parents, de partager ce type d'informations. Donc, l'anonymat ne doit pas être levé pour les personnes qui font le traitement, mais aussi les personnes qui sont nées par ce type de traitement doivent avoir le droit d'avoir l'information sur ses origines. Et donc, la grande question est toujours la même. Quelle est la meilleure option soit anonyme ou non anonyme. Et ici, la question, quelle est la meilleure option pour le couple ou la femme qui reçoit les gamètes? En fait, pour les personnes qui font le traitement, donc les receveuses, les receveurs, les donneurs seront toujours anonymes. Donc, ils n'auront jamais l'accès à l'identité des donneurs, mais donc, soit le traitement soit anonyme ou non anonyme, c'est toujours similaire, le processus est toujours le même.
C'est toujours juste une question de avoir déjà l'information qui ces enfants peuvent ou peuvent pas avoir l'information de ces donneurs à l'âge de 18 ans. Et pour les donneurs de gamètes, quelle est la meilleure option? Donc là, on trouve que une fois que les donneurs sont déjà non anonymes, donc au Portugal, dès qu'ils viennent pour faire le don, ils sont bien informés que le don sera non anonyme pour les enfants qui vont être nés. Cela veut dire qu'ils auront le droit d'avoir ces informations. Et une fois que les donneurs sont bien informés de cette information, ils peuvent prendre sa décision de poursuivre le don ou non de s'arrêter parce qu'ils ne veulent pas en futur d'avoir la possibilité d'être contactés. La plupart des donneurs, ils ont bien accepté ce changement de la loi. Donc, de toute façon, ils sont aussi suivis par un psychologue qui permet de répondre à quelques questions qui peuvent arriver pendant le processus du don. Une fois que le donneur n'a pas accepté de devenir non anonyme, donc si les donneurs veulent rester anonymes, ici la question c'est s'ils ne souhaitent pas être contactés dans le futur, une fois qu'il y a autant de tests génétiques qui permettent de découvrir les origines, ils peuvent avoir des surprises dans le futur, de quand même être trouvés par ce type de test génétique, même quand ils ont exprimé son volonté de n'être pas identifiés. Donc, il est toujours conseillé une fois qu'il y a aujourd'hui, il y a toujours cette possibilité de faire des tests et de trouver les origines. Il faut bien, on trouve que c'est une meilleure option que le donneur soit au courant que dans le futur, ça peut arriver. Et pour les enfants nés de gamètes, quelle est la meilleure option? Donc là, une fois que le don est fait par des ovocytes ou des gamètes non anonymes et que les parents veulent partager ce type d'informations, qu'ils ont été nés par des traitements de PMA, les enfants auront l'information qu'ils ont le droit de connaître l'information de ses origines auprès de son centre PMA. Au cas où ils ont été nés par un don anonyme, donc les enfants n'ont pas le droit d'avoir des informations, même pas des indications médicales. Donc, et dépendant des pays, il n'y a aucune information qui peut être partagée. Donc, comment prendre une décision de quelle méthode choisir? En fait, le choix, soit le choix anonyme ou non anonyme. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre une décision bien informée en respectant les droits des personnes qui reçoivent les gamètes, les donneurs et aussi les futurs enfants. Toujours être au courant de la loi du pays, des conditions de la clinique et savoir comment les dons sont aussi organisés et contrôlés par l'État où le centre PMA soit fixé. Donc, c'est vraiment une décision toujours du couple. Les cliniques doivent toujours respecter ces décisions et les couples doivent être aussi au courant des conditions que sont actuellement disponibles pour trouver, soit par des questions, soit par les lois disponibles au pays, mais aussi pour ces tests qui sont de plus en plus accessibles à tout le monde, même pour une personne qui n'a pas fait de traitement, mais qui veulent simplement savoir les origines de la famille, sont toujours de plus en plus faciles à trouver. Et donc,
c'est plus simple si les personnes ont déjà des informations sur la vérité de ses origines. C'était une présentation assez courte, mais je pense que j'ai réussi à partager l'information nécessaire. En tout cas, je suis disponible pour des questions, si vous avez des questions pour que je puisse répondre. Bon courage à tout le monde qui est dans le parcours de traitement de PMA, soit avec ses propres ovocytes, soit avec des dons. Et bon, je vous laisse mes contacts, aussi les contacts de la clinique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Ça a été très intéressant. Merci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. En tout cas, moi, j'ai reçu quelques-unes à travers les réseaux sociaux. Donc, oh, alors. Bonjour, quelles informations exactement les enfants ont le droit de savoir? Donc, les enfants ont vraiment le droit de savoir le nom du donneur. Donc, c'est vraiment l'identité civile et aussi la date de naissance. Et en plus des informations génériques comme la couleur des yeux, les couleurs des cheveux, des informations qui ne permettent pas de l'identifier. Okay, donc, il n'y a pas l'accès à son adresse, pas des photos, pas de numéro de téléphone. C'est vraiment l'identité et aussi quelques informations de son âge et quelques informations physiques. Merci. Certaines cliniques n'utilisent que des donneuses qui ont déjà des enfants. Quelle différence cela fait-il sur le type d'ovule de la donneuse? Alors, en fait, au Portugal, il n'est pas obligé que les donneuses ont déjà des preuves de grossesse pour devenir donneuses. En plus, bon, comme le don, c'est entre les 18 et les 35 ans, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une donneuse à moins de 23 ans, par exemple, qui a déjà eu des enfants. Donc, soit on a des donneuses jeunes, qui n'ont pas eu des enfants, ou les donneuses avec plus de 30 ans qui ont des grossesses confirmées. On a plusieurs cas des donneuses qui ont fait les dons qui n'ont jamais eu des enfants avec bonne réussite, avec beaucoup d'embryons, beaucoup d'ovocytes. Donc en fait, on fait une évaluation par la réponse aux médicaments. Si par exemple, une réponse, une stimulation ne répond pas bien, on essaie avec un autre type de protocole. Mais une donneuse avec une histoire de grossesse n'est pas obligée d'avoir des bons résultats avec un traitement d'ovocytes parce qu'après, il y a toujours le côté du sperme qui va interférer avec la qualité des embryons. Merci. Ils n'ont pas le droit de contacter comme chez Cryos dans votre clinique? Non, il n'y a pas le droit de contacter le donneur. On permet pas, la loi ne permet pas de donner des contacts. Les enfants, les jeunes adultes ont le droit d'avoir l'accès à son identité. Après, ce qu'ils font avec cette information, c'est à eux de le faire. Mais la banque Cryos, c'est organisé par des lois différentes que la loi portugaise. Merci. Alors, je ne sais pas si il y a plus de questions. Moi, j'en ai une. Donc, le coût des dons non anonymes est-il différent des dons anonymes?
Alors là, à ce moment-là, il n'y a pas un coût différent parce qu'on n'a pas des dons anonymes. Donc, c'est toujours un don non anonyme. Il n'y a pas un différent. Même avant, donc on a eu une période de transition quand on a pu utiliser les ovocytes ou les gamètes anonymes qui n'ont pas autorisé le non-anonymat, mais le prix, il était toujours le même. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas eu de différence entre le don anonyme et pas anonyme. Donc, mais là, maintenant, c'est toujours non anonyme, donc il n'y a pas un autre prix, il n'y a pas une situation de don anonyme. Merci. Est-ce que dans le double don, le prix des donneurs est compris dans le tarif global? Oui, oui. Sauf, je peux juste mettre ici une question, sauf si, par exemple, donc il y a toujours une option de, surtout sur les donneurs de sperme, si la personne qui veut faire un traitement, si elle veut acheter, avoir un donneur depuis une banque externe, là, le coût sera différent. Alors, toujours les donneurs de la clinique, le prix des donneurs est toujours compris dans le prix global de traitement. Donc, il y a une petite accélération. Je vais la publier. Parce que pour la FIV des pays, il faut ajouter le prix du donneur. C'est pour cela que je vous pose la question. Je pense qu'il y a eu une autre question pour pourquoi le prix a changé. Je ne sais pas vous indiquer là, je crois que c'est un cas particulier, mais pour le traitement de double don, il y a toujours les prix des donneurs, c'est toujours inclus dans le prix de traitement. Donc, sauf si, comme je l'ai dit, soit le donneur était depuis une banque externe ou il y a eu quelques questions particulières pourquoi le donneur a eu un prix différent. Puis-je choisir le sexe du bébé et la nationalité du donneur? Le sexe du bébé, non, sauf si, par exemple, il y a des conditions génétiques qui, par exemple, il y a des maladies qui sont partagées ou qui sont transmises uniquement au sexe masculin. Et là, il faut faire des tests aux embryons pour éliminer les embryons du sexe masculin, donc être sûr que la maladie ne sera pas transmise. Donc, dans ce cas-là, oui, mais pas dans d'autres conditions. La nationalité du donneur, comme j'ai dit, bon, si le donneur est un donneur de la clinique, nous avons des donneurs de différentes nationalités, on peut toujours proposer des donneurs en fonction du souhait du couple ou de la personne, de la femme qui fait le traitement. Sinon, comme je l'ai dit, il y a toujours l'option d'importer un donneur d'une autre banque externe. Merci beaucoup. De rien. Donc, moi, j'ai plus de questions. J'ai toutes faites là. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore des questions. La qualité de vos donneurs est meilleure? Par rapport à quoi? Aux banques externes? Bon, alors, les donneurs sont acceptés quand le sperme est normal. Donc, il doit avoir jamais des altérations dans le sperme. Après, si le sperme est meilleur que le sperme des banques externes, non, parce que la qualité du sperme est évaluée de la même façon.
Donc, le sperme, que ce soit normal, il sera normal ici d'un donneur de FertiCentro ou d'un donneur qui vient de l'extérieur. Merci, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas. Mais bon. Bon, merci beaucoup. De On a rien, beaucoup appris. je vous en prie. Et j'espère que ça a aidé à répondre à quelques questions. Décidément. Donc, si vous voulez continuer à apprendre, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez revoir ce webinaire sur YouTube. Et si vous avez d'autres questions pour Patricia, vous pouvez la contacter à travers notre page web. Donc, merci beaucoup, Patricia, pour être ici aujourd'hui. Merci, Isabelle. Merci à vous. Et merci à tout le monde pour être ici. Au revoir. Merci. Au revoir.